Ça tourne? Ouais. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, encore une vidéo un peu spéciale, puisqu'on va parler de tout à fait autre chose que tout ce dont on a parlé jusqu'à présent. On va parler de radicalisation, violente, islamiste, avec Séraphin Alava, qui est professeur en sciences de l'éducation à l'université Toulouse 2 Jean Jaurès, et qui est membre de la chaire UNESCO de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, et expert auprès de l'Union européenne sur les phénomènes de cyberradicalisation. Séraphin Alava donc, est aussi président d'une association dont il nous parlera assez longuement, qui s'appelle Militants des Savoirs. Et c'est à ce titre que je le connais, puisque j'ai travaillé avec lui sur différents projets, et notamment sur ce bouquin, Citra et Chamira, quand j'étais djihadiste, qui est une BD dont j'ai réalisé le scénario et les dessins pour un projet de Séraphin et d'après un témoignage qu'il a réécrit et qui m'a fourni. Donc on précisera ça aussi pendant la vidéo. Et donc voilà, ça m'a paru important et pertinent de parler ici sur cette chaîne Skepticon de radicalisation, et parce que ça va aussi dans les thèmes d'embrigadement, d'emprise mentale, de rationalité, de perte de rationalité, de croyance, de réel, d'esprit critique, dont il est souvent question ici. Voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite un bon visionnage de cette nouvelle vidéo d'entretien avec Séraphin Alava. Merci, à bientôt. Bon, ça va? Oui, ça va, oui. Bon, ok. Alors voilà, attends, je vais chercher un exemplaire de Citra pour le montrer à la caméra quand même. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de Citra et Chamira quand j'étais djihadiste. C'est un livre qu'on a fait avec donc Séraphin, à l'initiative de Séraphin, sur son projet, qui nous expliquera. Et moi, j'ai fait le dessin et j'ai scénarisé le témoignage qu'il m'a apporté. Et donc, le thème, c'est la radicalité djihadiste violente, on va dire, et c'est le témoignage d'une jeune fille qui part en Syrie. Tu nous expliqueras ça mieux que moi. Et donc, peut-être au départ, le mieux, c'est que tu te présentes. Donc, tu es à la fois chercheur et tu as une association qui s'appelle Militants des Savoirs. Et donc, quelle est la relation? Qu'est-ce que fait alors, qu'est-ce que tu fais en tant que chercheur d'une part? Qu'est-ce que tu fais en tant que président Militant des Savoirs d'autre part? Et quels sont les liens entre ces deux activités, on va dire? Oui. Voilà. Alors, je suis prof à l'université en sciences de l'éducation, et ma spécialité, c'est de travailler sur ce qu'on appelle l'éducation négative ou l'éducation sombre. C'est-à-dire de voir et d'étudier les phénomènes qui font que des jeunes vont apprendre ou s'engager dans des activités déviantes pour mieux les prévenir. Donc ça, c'est mon travail de recherche. Voilà pourquoi je travaille depuis longtemps sur les violences extrêmes. Voilà pourquoi je travaille depuis longtemps sur la criminalité des jeunes. Ça. J'ai créé l'association Les Militants des Savoirs il y a maintenant 11 ans dans une volonté d'éducation populaire. C'est-à-dire qu'il me semblait que nous avions à intervenir dans la société en tant que savoir citoyen, c'est-à-dire œuvrer à faire que notre connaissance scientifique puisse passer auprès des jeunes et puisse participer au débat citoyen. J'ai d'abord créé un festival des cafés savoirs. Et tu vois, dans les cafés, on discutait des thèmes d'actualité, on essayait de montrer ce que l'on faisait. On a utilisé des dazibao de savoir, c'est-à-dire que quand il nous semblait nécessité et besoin, nous affichions dans les rues des savoirs scientifiques. Par exemple, dans une sortie du métro, les taux de pollution et l'augmentation du taux de pollution dans la ville depuis 10 ans. Voilà, pour que les gens puissent savoir cela. À la sortie d'une usine, les comptes rendus des conseils d'administration où on voyait les primes des dirigeants. D'accord. Les dacibao, c'est des panneaux, en fait? Oui, c'est les panneaux, c'est les grandes affiches.
D'accord, ok. Des grandes affiches où on écrivait les savoirs. On s'est toujours basé sur des savoirs scientifiques. Toujours, nos savoirs sont publics et on ne dénonce pas, on écrit les faits. Ok. Donc ça a été le premier mouvement. Quand est arrivée toute la vague de radicalisation et de violence, on a commencé au niveau scientifique à travailler. J'ai créé un groupe européen qui s'appelait le groupe Paris, c'est après les attentats de Paris, et on a commencé à dire est-ce que nous savions des choses et comment on pouvait les transmettre à la population. Voilà. Et donc a commencé tout le mouvement dans l'association où, à travers des savoirs scientifiques, on essayait de les communiquer. Et j'ai essayé de trouver toutes les formes culturelles qui permettaient, car j'étais persuadé, et je suis toujours persuadé, que la culture est le meilleur moyen d'éducation. Et que par la culture, on va toucher beaucoup les personnes et on va aller beaucoup plus au fond des questions de changement et de résistance chez les personnes. Donc, on a utilisé le théâtre, on a mis en place et soutenu et des pièces de théâtre et on a monté à partir de scénarios d'action comme celui-là, comme Citra, des pièces de théâtre. On a développé des jeux, puisque tu connais Quartier des légendes. On a développé des bandes dessinées. Voilà. Et donc, c'était à partir de cette idée, s'associer à des milieux culturels et des artistes, travailler, moi et mes collègues, en respectant l'autre savoir scientifique, mais en acceptant cette traduction du point de vue culturel. La bande dessinée me semblait intéressante parce qu'elle permettait d'aborder des questions qui ne sont pas si faciles que ça à aborder en vidéo. C'est-à-dire que pour avoir, moi, analysé beaucoup de vidéos de prévention, c'est plus difficile en vidéo de montrer des choses qui peuvent être déplaisantes qu'un dessin. Hein, et que souvent, le dessin permet à des jeunes qui sont plutôt sensibles aux idées radicales de le faire. Voilà. Donc c'est ça le lien entre l'université et mon travail, c'est d'essayer de prendre des savoirs scientifiques et développer. Alors, dans Citra, on voit bien que la méthodologie, je suis un sociologue qui s'appuie sur toute la méthodologie de l'école Chicago, c'est-à-dire des entretiens longs, des suivis longs, souvent avec la participation de la personne. Là, sur Citra, Citra a donné son témoignage, mais elle n'a pas participé au travail de réalisation. Ce que j'ai fait dans une autre bande dessinée, qui est Promenade de la mémoire, où on a aux éditions Les Ronds dans l'eau, Promenade de la mémoire, valorise le dialogue entre les victimes de Nice, de l'attentat de Nice, et les dessinateurs pour essayer d'avancer par des allers-retours. D'accord. Oui, donc on mettra les liens, je mettrai les liens en commentaire sur la promenade de la mémoire des Ronds dans l'eau et le quartier des légendes, donc voilà. Qui sont d'autres projets. Voilà. Donc c'est ça. Et avec donc Militant des Savoirs, tu mènes toutes ces actions. Tu as d'autres types d'actions. Tu fais des malades pédagogiques. Je sais qu'on est en train d'en réaliser, donc c'est pour ça que j'en parle. Oui. Et donc toutes sortes d'actions pour. Ok. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à créer cette association? Enfin, c'est juste un besoin que tu avais toi, ou c'est quand tu as vu qu'il y avait vraiment des besoins d'éducation populaire dans ces domaines-là? Alors, j'ai toujours su qu'il y avait des besoins d'éducation populaire. Je suis un militant de l'éducation populaire. Moi, j'ai commencé à l'éducation populaire quand j'avais 18-19 ans dans des quartiers, le quartier de Loos-des-Bois à Pau, et je travaillais dans les quartiers. Bon, je viens de ces quartiers-là. Et moi, je suis un immigré, mais je suis arrivé dans des quartiers toulousains, les minimes, là où les mémés aiment la castagne. Moi, j'étais là. J'étais dans ces quartiers-là. Donc j'ai toujours su qu'il y avait un besoin d'avoir des dispositifs différents. J'ai eu la chance, dans mon début de carrière universitaire, de rencontrer à la fois Georges Dumazedier, que peut-être les auditeurs ne connaissent pas. Georges Dumazedier, c'est le fondateur de Peuple et Culture. C'est un grand résistant qui, à la fin de la guerre, considère que l'éducation nationale ne fait que 30% du travail éducatif et que 70% du travail éducatif se fait dans l'éducation et dans l'éducation de rue, dans l'éducation de quartier, dans l'éducation familiale. Et il va investir avec Peuple et Culture un gros travail sur ce travail. Moi, j'ai eu la chance de le connaître et j'ai travaillé avec lui. Et aussi, Georges Mlécuse. Georges Mlécuse, c'est l'un des fondateurs du cinéma et des clubs ciné et de toute l'approche de cinéculture.
Et avec eux, j'ai vu comment un film projeté dans un village, des actions de mallettes, d'ouvrages qu'on arrive en bas de la cité, là où les teneurs tiennent encore les murs, et bien nous on arrive à des mallettes, pouvaient être utiles. Et donc, je me suis inspiré de ces savoirs, puisque j'étais avec eux dans tout le développement de ce qu'on a appelé le développement du pouvoir de se former, que chacun puisse se former. J'étais ça, et donc, à un moment donné, j'ai raccroché mon passé de militant avec mon travail. C'est d'ailleurs très volontairement qu'on a appelé militant des savoirs. C'est-à-dire que pour moi, le militant n'est pas négatif, que le militant est positif, mais qu'on voulait juste indiquer que nous étions militants des savoirs scientifiques. D'accord, ok. Donc c'est bien parce que là on est sur une chaîne de Skepticon, donc c'est une chaîne de zététique. Et donc la zététique, c'est justement le service, le savoir scientifique au service du quotidien et pour remettre en cause nos croyances quotidiennes, quoi. Et donc ça peut être la parapsychologie ou le New Age ou des croyances plus. Voilà, donc ça me paraît tout à fait pertinent en tout cas. Bon, ben on va peut-être. Oui, ici, il y avait. Donc là, Citra, c'est financé par le CIPDR, entre autres. Donc tu as des financements gouvernementaux, en fait. Comment ça marche, les financements Alors, pour trouver les financements, on va chercher un peu partout. Globalement, plus de 60% de nos finances sont par des institutions publiques, soit des préfectures, dans le cadre d'appels, soit par des mairies, soit par des métropoles. Hein. Et là, dans ce cadre-là, Citra, avec l'autre bande dessinée Adam, rentre dans une démarche dite qui s'appelle ligne citoyenne, hein, où on a décidé d'utiliser le dessin comme outil de médiation. Et il y a eu 3 actions, il y a eu Citra, il y a eu la bande dessinée Adam, et il y a l'exposition d'Arthur de Pin, la pire génération de toutes. Voilà. On a 3 outils et 3 auteurs de bande dessinée qui ont travaillé dans des domaines différents à produire à travers la bande dessinée ou à travers le dessin des outils de médiation. Peut-être on peut juste dire un mot de Adam et de l'exposition d'Arthur de Pin avant de rentrer sur Citra et la radicalisation, si tu veux bien. Bien sûr. Adam est une autre bande dessinée à la boîte Pandore qui est faite par Remedium. Adam, c'est l'histoire d'un jeune qui va basculer dans la radicalisation à cause de ses pratiques sportives, à cause des groupes dans lesquels il va rentrer, et il va s'associer. On va voir l'univers du jeu vidéo violent, des salles de sport, et on va voir comment peu à peu il bascule. Et surtout Adam, c'est toute l'histoire, il est en prison, et il est encore d'ailleurs en prison, et tout ce travail de réflexion après, par rapport à la compréhension de ses actes et à la justification de ses actes. Voilà. La pire génération de toutes, avec Arthur de Pin, c'est une exposition centrée plutôt sur l'approche psychologique de l'adolescence. Pourquoi des jeunes adolescents peuvent avoir des radicalités, peuvent se radicaliser, et c'est l'idée de dire qu'il est normal qu'ils se révoltent, qu'il est normal qu'ils soient opposés. Mais attention, il y a des personnes qui sont mal intentionnées, et que le travail a été très bien fait par eux pour leur faire croire qu'ils sont pour leur intérêt, mais parfois ils sont contre eux. Et donc, cette exposition à 16 panneaux aborde ces questions-là, les questions de la colère, les questions de la rage, les questions du désespoir sur l'avenir, et les questions bien sûr de l'engagement et de l'espoir par rapport au changement. D'accord. Et cette expo, elle est visible où en fait ? Alors, cette expo, elle est visible dans des lycées qui les demandent, dans des bibliothèques, dans des municipalités. Là, elle va partir tout cet été sur les plages, puisque l'UFOLEP, dans le cadre d'actions qu'il va faire sur les plages, tu sais, les sports de plage, va aussi présenter cette exposition et avoir des animations citoyennes autour de cette expo. L'UFOLEP, c'est... L'union proche de la Ligue de l'enseignement autour des activités sportives et éducation physique. Ok, très bien. Donc, par contre, Citra et Adam se retrouvent en librairie. Donc, tu parlais d'entretien long.
Donc c'est comme ça que tu as monté, que tu as recueilli les témoignages pour ces 2 livres, en fait. Hein. Voilà, voilà. Ce sont des entretiens longs. Pour Citra, d'abord la mère de Citra, qui a été la première témoin, et après quelques entretiens téléphoniques et puis présentiels avec Citra, et pour Adam, beaucoup avec sa mère, quelques entretiens avec Adam, mais beaucoup avec sa mère, puisque c'était assez difficile d'aller au parloir et pour pouvoir le rencontrer. On précise que évidemment les noms ont été changés. Moi-même, je les connais pas, les vrais noms. Non, 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 non. Et j'essaie de changer les lieux parce que les deux le souhaitaient. Pourquoi? Parce que quand tu es en prison et quand tu vas te mettre à travailler avec quelqu'un pour faire de la prévention, ben, tu te mets en situation de risque. Les prisons ne sont pas des espaces. Et que Citra, elle, on y reviendra tout à l'heure, elle est quand même femme blessée, femme, je dirais, presque brisée. Et qu'elle a une réticence à tout ce qui est presque collectif, public. Mon avis, c'est que Citran, ça ne sort pas indemne de tout ça. Oui, 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 on s'en doute. Ouais. Et donc, bon, ça ne suit pas tout à fait mes questions, mais c'est pas grave. L'histoire de Citra, tu peux nous la décrire en quelques mots? Enfin, tu peux nous la... Oui, oui. Mais, Citra, c'est ce qui m'a intéressé, moi, dans Citra, c'est que c'est un phénomène de radicalisation réel d'une personne. C'est-à-dire que si d'autres font plutôt de l'apologie du terrorisme, font plutôt de l'action, elle va s'engager. Elle va devenir une embrigadeuse. Elle va recruter des personnes. Et elle va s'engager directement, puisqu'elle part sur zone, comme on dit. Elle part en Syrie, elle part à Raqqa, et elle va vivre cette vie. C'est-à-dire qu'elle vit ce qu'est le califat et le califat réel. Tandis que d'autres en entendent parler de façon mythique. Donc ça m'a intéressé, c'est ce parcours-là d'une personne. C'est aussi, pour moi, l'évolution dans le temps. Hein, entre le début de ces radicalisations et la fin, il se passe presque 10 ans. Donc on voit comment peu à peu les choses se transforment et les choses maturent chez une personne. Et 3, c'est que ça me permettait d'illustrer les processus d'engagement féminin. À l'époque, quand j'ai commencé, la seule chose qu'on disait, c'est les filles, elles s'engagent parce qu'elles tombent amoureuses. Ah oui. Et chez Citra, c'est pas du tout ça. Non, pas du tout, oui. Ça n'a rien à voir. C'est un engagement mûri par elle, progressif. C'est aussi rentrer dans une famille. Et ces contacts qu'elle a avec ses sœurs sont positifs. Elle est presque coucougnée. Elle a besoin, à la fois, me semble-t-il, de rencontres avec d'autres femmes. Hein. Elle va toujours être en rencontre avec d'autres femmes. Et elle a cette attente par rapport à l'homme. On le voit dans l'histoire. Hein, on voit bien que dans l'histoire, la question de l'homme est une question importante, mais qui ne va pas être simple pour elle, à la fois par rapport à son père, à la fois par rapport à ses maris, et par rapport aux combattants. Oui, moi je l'ai vu aussi comme vraiment une quête d'identité, parce que comme si son identité au départ lui avait été volée par son père qu'elle connaît pas, elle connaît rien de son père, et donc c'est ça qu'elle cherche en fait, j'ai eu l'impression. Hein. Oui, oui, oui. À l'évidence, au tout départ, elle est... il est maintenant urgent que je sache d'où je viens. Et c'est cette question, d'où je viens, qui va être, plutôt que de faire une question biographique, parce qu'elle a l'impossibilité de discuter avec sa mère. Oui. D'ailleurs, quand moi je l'ai rencontrée, j'ai posé une ou deux questions, j'ai eu aucune réponse. Ah oui. Comme si c'était un non-dit, un élément. Et j'y ai repensé, parce que j'ai regardé la vidéo documentaire qui a été primée aux Oscars, une vidéo française sur la résidence et le départ d'un jeune dans un camp d'internement. Et il y a quelqu'un qui dit, quand il va visiter le camp, il se met à pleurer, elle se met à pleurer, et elle dit j'ai mis tant de temps à l'oublier. Et souvent, on se dit mais que les gens devraient avoir envie de parler.
ils devraient avoir envie parce que c'est une façon d'évacuer, de transporter, et c'est important le travail de mémoire. Mais peut-être parfois certains gens ont mis tant de temps à oublier que quand on leur pose des questions, ça leur fait plus mal que cet oubli. Alors, il faut aller déterrer le truc avant de l'évacuer, quoi. Voilà. Et souvent, les gens, ils n'ont aucune envie. Même si ça leur fait mal, ils n'ont aucune envie d'arracher l'épine. Et quand nous, on est en entretien, il faut qu'on y fasse très attention. Le droit au silence est autant important que le droit à parler. Nous, on croit qu'il suffit qu'on parle, on pleure et ça y est, tout est guéri. Peut-être pas. Donc, il faut le respecter. Alors, si on vient sur les questions sur la radicalisation, donc toi, tu as fait partie d'un groupe sur la sur la radicalisation, on va dire. Donc, on en reparlera. Ce qui me paraît important, c'est de bien définir ce dont on parle, si c'est possible. Donc, par exemple, qu'est-ce qui est différent entre une croyance, quand est-ce que ça devient de la radicalisation, et quelle différence tu fais entre croyance, radicalisation, et quand est-ce qu'une croyance se transforme en ça, quoi, on va dire. Ou est-ce qu'il n'y a pas de lien, je ne sais pas. Alors, premièrement, tous mes travaux sont dans le cadre de la chaire UNESCO de prévention des radicalisations et de l'extrémisme violent. Et à la chaire UNESCO, depuis le début, nous ne mettons pas obligatoirement relation religion, croyance religieuse et radicalisation. Pour nous, c'est plus large. C'est le passage d'une pensée, mais une pensée, qui s'enracine dans la personne. On peut considérer qu'elle a une opinion, s'enracine à une personne, et qui va se raccrocher à une idéologie qui est une idéologie sociale, structurée. Pour donner un exemple, je peux devenir ne pas aimer la viande, considérer que j'en ai pas envie, que c'est mieux pour l'humanité parce que ça fera moins de consommation et qu'on irait bien. Il faut plus, je ne sais plus combien de litres d'eau pour une vache que pour des plantes. Donc on a cette idée, on a le droit, on a des comportements qui sont liés et on va se raccrocher à une idéologie existante. D'accord ? Et cette idéologie existante peut être l'antispécisme. C'est-à-dire cette idéologie qui dit que les humains ont falsifié la science en séparant les animaux des humains. Il n'y a aucune différence entre les animaux et les humains. Donc, quand tu tues un animal, c'est comme si tu tuais un humain. Et donc, qu'un abattoir, c'est un centre d'extermination. Et qu'un boucher est un assassin. D'accord. Puisqu'il tue sciemment et volontairement. Donc, en se raccrochant à cette idéologie, soit l'idéologie est une idéologie sociale, tu deviens féministe, soit c'est une idéologie politique. Voilà. Il y a quelques idéologies qui sont violentes et extrémistes. Quelques idéologies, il est normal que le monde il ait plein d'idéologies, mais quelques idéologies qui sont violentes et extrémistes. Et le processus de basculement vers cette idéologie, c'est ça le processus de radicalisation. D'accord ? Avant, on parle de radicalité ou d'idée radicale. Idée radicale, radicalité, et heureusement qu'on est des radicaux, on n'a pas besoin d'être tous des gentils bénis ou lui, on a le droit d'avoir des oppositions, on a le droit d'avoir des croyances, on a le droit, mais dès que l'on passe à l'adhésion à une idéologie qui dit que pour aller vers ces idées, il faut la violence et la violence extrême, alors on rentre dans un processus de radicalisation et il y en a autant. J'ai cité des mouvements écologistes, mais récemment, dans l'actualité, on a vu des mouvements survivalistes de l'extrême droite. Qui, eux, cette idéologie, c'est bien sûr que le monde va rentrer dans un danger à cause de l'écologie, mais ça va augmenter le conflit entre les individus. Et donc, pour se sauver, il faut se préparer à la guerre. Il faut se préparer à survivre et préparer à la guerre. Dans une idéologie qui est nous devons vivre et les autres, il faut qu'on se prépare à les tuer. Donc là, on tombe dans un phénomène de radicalisation. Avant, on était dans un phénomène d'urgence, de volonté d'agir, sans passer par la violence. Donc pour reprendre ton exemple, par exemple du véganisme,
On peut être donc vegan sans problème. On peut même considérer avoir des considérations assez radicales en disant que les bouchers sont des assassins et tout, mais on est dans la radicalité, mais pas dans la radicalisation, jusqu'au moment où on dit bon ben il faut exterminer tous les bouchers, quoi. Voilà. Voilà. Donc, Dès que l'on considère que on doit passer à l'acte c'est ça. violent et que c'est souvent fait par un groupe et pas par un collectif et pas par un vote démocratique. C'est-à-dire qu'on considère que la voix est une voix violente. On se considère, alors j'utilise les vieux termes marxistes, comme l'avant-garde révolutionnaire, Mhm. et tous ces mouvements parlent de révolution, de changement d'État, et que cette avant-garde prédétermine qu'elle peut, elle, imposer la violence ou la mort. Voilà. Et à ce moment-là, on est rentré dans des groupes radicaux, et ces groupes radicaux vont le faire. En même temps, tant que c'est dans la tête d'une personne, et que c'est de l'ordre de ses opinions, je dirais qu'on reste dans la radicalité. C'est qu'il y a rencontre entre. Quand on parle de radicalisation, on a tendance à voir un seul individu qui serait radicalisé. C'est cette rencontre à un groupe qui sait très bien ce qu'il fait, qui a vraiment ses objectifs précis, et un individu qui fait phénomène de radicalisation. Les embrigadeurs, Citra va être une embrigadeuse. Elle va faire croire des choses dont elle verra par elle-même qu'elles ne sont pas vraies. Elle rentre dans un système, là on est à Raqqa, donc on est au cœur même de Daesh, dans un système qui ne va plus lui demander son opinion. Et c'est ce moment-là, ce basculement d'idéologie. Un collègue à moi dit qu'il existe alors une fusion d'identité, que le je devient le nous, et que la personne va se mettre à parler beaucoup plus au nom d'un groupe qu'au nom d'elle-même et de lui-même. Et que pour nous, c'est un marqueur du basculement. D'accord. Et par exemple, des cas comme celui qu'on a vu récemment du gars qui allait dans un commissariat, j'ai oublié les noms, pour tuer une dame lui, alors, est-ce que c'est possible de se radicaliser quand même tout seul ou devant Internet, ou est-ce qu'il a été en contact avec des gens, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas si tu le sais, mais dans ce cas, qu'est-ce que c'est? Logiquement, il n'existe pas de radicalisation solitaire. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas se radicaliser seul devant son ordinateur, parce que derrière l'ordinateur, il y a des individus. Il y a les embrigadeurs. Donc, on peut retrouver des dialogues, des échanges là-dedans. Souvent, la décision d'agir n'est pas téléguidée. On n'est pas dans une forme terroriste d'un parrain qui déciderait et les ordres passeraient d'un colonel à un colonel. Alors on a eu des cas, par exemple le Bataclan et d'autres attentats sont comme ça, ils sont commandités. Là on est dans ce qu'on appelle le terrorisme low cost, c'est-à-dire faites comme vous voulez, faites avec les outils les plus, et il y a une sorte de propagande. Mais ces jeunes sont alimentés à de la propagande qui n'arrête pas de leur dire ça. Qui n'arrête pas de leur dire ça. Il est temps d'agir, il est temps de venger nos martyrs de Syrie, actuellement. Ou il est temps de se venger contre l'armée qui vient de bombarder un mariage civil au Mali. Donc, on va avoir une utilisation. Il faut savoir que dans l'Internet, magazines, radio, vidéo, chaînes en info continue, dans des groupes terroristes, ça existe. Alors, pas dans le public, vous ne les verrez pas dans le public, mais elles existent dans le dark web, elles existent sur Telegram, elles existent sur WhatsApp, elles existent sur tous les groupes cryptés, et elles existent. Donc, le jeune, il est toujours alimenté par des informations. Les seuls cas où on a des passages non accompagnés de personnes sont ceux dans lesquels il y a une fragilité mentale, où la personne est en fragilité mentale, et où dans des moments suicidaires, ou dans des moments de folie, ou dans des moments d'euphorie, la personne va passer à l'acte en prenant les modèles des actes qu'ils ont vus et en essayant de le faire. Mais là, du coup, c'est un peu différent. On peut plus tellement parler de radicalité, quoi. C'est plus un acte d'un déséquilibré, je sais pas. Alors, c'est d'un déséquilibré, mais c'est un déséquilibré qui peut se mixer avec l'idée radicale. Je te prends un cas. Moi, j'ai suivi un cas
d'un jeune débile moyen dans un hôpital, dont le père est quelqu'un d'un groupe d'intervention dans la police ou la gendarmerie, je ne dirais pas lequel. Mais ce père est parti et il vient très peu le voir. Il vient très peu le voir. Mais lui, il n'arrête pas de dire à tout le monde mon père, c'est un héros, il est au GIGN, il est. Voilà. Il n'arrête pas, ça revient en boucle. Il s'est mis à regarder les vidéos de décapitation de Daesh. Il a regardé en boucle, en boucle. Il s'est abonné à des sites, il les regardait. Et il regardait ces vidéos, toujours, ces infirmiers disaient, avec une sorte de héros, pas en disant ils sont des héros. Regardez les horreurs qu'ils font, mon père il va les tuer, mon père il va les tuer. Un jour, d'une crise, il a mis le feu à sa chambre. En criant Allah Akbar, Allah Akbar. Donc on est dans quelqu'un qui est débile, qui n'a pas toutes les capacités, mais qui est dans des modèles et qui prend ces idéologies comme étant des idéologies intéressantes. Alors lui, il confondait tout, quoi, hein, mais bon. C'est ça, ouais. Donc ça, on a certains cas. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a certains cas. D'accord, ok. Bon, enfin, il y a quand même eu l'Internet, oui, donc tu disais, il y a un grand rôle quand même pour la radicalisation aujourd'hui, enfin, depuis quelques années même, oui. ça joue un grand rôle. Quoi. Oui, et l'Internet joue un grand rôle à la fois pour 3 éléments. Il est l'espace de revendication et l'espace de médiatisation. Et les journaux sont bien complices de tout ça. C'est-à-dire, il suffit que je fasse la moindre petite chose, je suis sûr que j'ai le 20h. C'est certain. Voilà. Donc déjà, ça incite à passer à l'acte quand même. Parce que ça a un impact très fort. 2, ce sont des espaces de conversation, l'Internet. Aujourd'hui, l'Internet n'est plus une grande bibliothèque ouverte dans le monde, c'est surtout un café ouvert. C'est un lieu dans lequel tu peux aller causer, tu peux aller discuter, et donc tu as des groupes qui se constituent. Ça. Et 3, c'est le lieu de l'intimité. L'Internet aujourd'hui, c'est le lieu dans lequel tu mets ton intimité. Si on regarde les pensées les plus profondes qu'un adolescent met, elles sont sur le net. C'est là qu'on le sait. Il n'écrit plus dans un petit cahier, il ne les pense plus, il les plus à son copain, il va les écrire sur Internet. Et donc du coup, c'est cet élément. Si tu rajoutes que l'Internet est un outil dans lequel tu peux changer de profil et tu peux changer de personnalité, alors tu peux t'essayer à des choses. Et parfois, en t'essayant des choses, tu te fais engager, tu te fais accrocher. Il y a des débats, alors là je sors un peu, mais bon, puisqu'on parle de ça, il y a des débats sur justement les écrans, les jeux vidéo qui rendraient les jeunes violents. Ça, qu'est-ce que tu en penses de ça? Enfin bon, il n'y a pas... Alors, mes idées ont évolué. J'ai commencé ma carrière universitaire sur les jeux violents. Je travaillais sur les jeux violents ou pas. Et les phases de catharsis, on savait que les jeux violents étaient une façon de défouler une agressivité et de l'évacuer. Donc on pourrait considérer que le jeu violent, acheter un pistolet et se balader, ou faire semblant d'être un soldat, c'était un élément d'évacuation. Maintenant, je dirais, attention, c'est aussi un outil d'apprentissage. D'apprentissage, par exemple, de ce qu'est l'ennemi ou ce qui n'est pas l'ennemi. Il est toujours drôle quand tu vas dans le monde arabe et que tu vois des jeunes jouer aux soldats, hein, ils attaquent les impérialistes. Et quand tu vas aux États-Unis, on attaque le terroriste. C'est ça, ouais. Voilà. Donc, il y a toute une culture, un apprentissage de ce qui est l'autre et soi, et le soi toujours glorifié et l'autre glorifié, qui est gênante de pouvoir le faire. Et 3, c'est moins les jeux vidéo que la télévision dans son ensemble. On est mis devant des images violentes sans en l'avoir désiré, sans l'avoir fait, et on est engagé dans des images violentes sans l'avoir fait. Par exemple, tu tires sur quelqu'un, il meurt, ok, on n'a pas besoin de voir sa tête tomber, on n'a pas besoin de voir des éclats de sang, on n'a pas besoin de sentir son cœur palpiter avant de mourir. Ça, tu l'as pas demandé. Tu joues, il faut que tu tues celui-là, tu le tues. Mais tout ça qui est artistique tend à mettre en place des apprentissages négatifs qui, peu à peu,
vont avoir un effet sur des personnes quand elles sont dans des phases sensibles. De fragilité. Allez. Ok. Euh, donc manque de rationalité, radicalisation, on l'a un peu vu. Donc les mécanismes en Internet, on l'a vu. Oui, alors donc il y a pour toi, donc il n'y a pas vraiment de spécificité de l'islam par rapport à la radicalisation en fait. C'est une structure qui accueille une certaine violence que peuvent avoir des jeunes, mais ça pourrait être une autre à une autre époque. Ou enfin, je te laisse parler. Et c'est une autre dans un autre lieu du monde aujourd'hui. Hmm, C'est-à-dire que quand tu vois les combats contre les Rohingyas par des bouddhistes, hmm, là on est bouddhiste contre musulmans. Quand tu vois des attaques et de la xénophonie évangélistes contre des latinos, ou quand hmm, tu vois des combats évangélistes protestants en Afrique contre d'autres ennemis, tu as tous les éléments. Donc, que des religions, parce que ce sont des idéologies structurées et historiques, ont des variantes fondamentalistes et des variantes violentes, oui. Hein, il y a pas. C'est pas parce qu'il y a une religion que c'est plus, parce que souvent, quand on me pose la question en me disant, mais quand même, toutes ces religions, elles ont fabriqué beaucoup de morts, je leur dis, moi je connais l'idéologie qui a fabriqué énormément de morts. L'une est nationaliste, ça s'appelle le nazisme, et l'autre est communiste, c'est le stalinisme. hmm. Et là, il n'y a aucune religion, ni Dieu ni maître. Ouais, ouais, tout à Hein, fait. voilà. Ouais. Donc, faut se relativiser en pensant que c'est que parce qu'on a une foi. Et je te le dis d'autant plus que combien de fois j'ai des mères qui m'appellent en me disant ma fille se radicalise, elle est devenue musulmane. Hmm. Et je suis obligé de distinguer un processus de rentrer dans une foi qui la regarde et un Oui. processus de radicalisation. Voilà. Mais il ne le dirait pas en disant mon fils, il a des idées un peu extrêmes, il est un petit peu raciste. Mais on n'utilise pas le mot radicalisation. Là, ça ne se Hmm. radicalise pas. Hmm. Mais les groupes identitaires sont aussi dangereux que les groupes religieux radicalisés. Hmm. Donc il y a une espèce en fait, mettre en avant toujours cette radicalité islamiste, ça alimente un peu une islamophobie qui parcourrait un peu le pays ou une Alors, anti-religion. j'en suis pas sûr. Je sais qu'il y a de l'islamophobie. Je distingue très souvent islamophobie, de xénophobie et de racisme anti-arabe. Je prends le cas. Euh, euh, quand quelqu'un dit sale arabe, c'est pas islamophobe. Il ne parle pas de sa religion. Hmm. Parce qu'on peut être arabe et chrétien. Hmm. Il parle Ouais. des arabes. C'est du racisme anti-arabe. Un arabe, c'est quelqu'un qui parle la langue arabe, en fait. C'est ça? Voilà, c'est ça, c'est ça. Et combien de jeunes de banlieue sont persuadés que dès que tu es arabe, tu es musulman. Hmm. Et quand tu leur dis ah ben non, mais c'est drôle parce que Mohamed Ali, il était musulman, et il était américain, il n'a jamais été arabe. C'est un noir américain. Ah oui. Ah oui, ils sont embêtés. Hein. Oui, le plus grand pays musulman du monde, c'est l'Indonésie, je crois, hein. C'est ça, c'est ça. Hein. Voilà. Donc il n'y en a pas. Donc il faut distinguer ça. Il y a des attaques islamophobes contre les mosquées, contre des femmes voilées, contre des personnes qui portent l'habit traditionnel salafiste. Il y a. Beaucoup de fois, c'est plutôt du racisme qu'il y a et de la xénophobie. Ouais. Hein. Je trouve que il y a un détournement du sens quand on essaie de transformer tout ce qui n'est pas religieux en religieux. Et quand je Hmm. veux mettre le mot islamophobe à quelque chose qui ne l'est pas, je donne de la force à l'islam. C'est-à-dire que tout élément serait contre ma religion. Mais non, c'est pas comme ma religion. Et parfois, il peut y avoir des propos qui peuvent confondre revendication laïque euh, euh, et islamophobie. J'ai le droit de dire que on n'a pas de chance, putain c'est con, la une d'Arakiri, c'est-à-dire que je suis athée et je dis que tous les pauvres dieux là, ils doivent se tordre des trucs parce que tous les cons qu'ils ont sur terre et qui comprennent rien à leurs trucs, je suis pas en train d'insulter les religions.
Je suis en train de positionner une position laïque qui a le droit de s'exprimer. D'accord. Oui, Bon, voilà, donc il faut bien différencier ça. Pour moi, la radicalisation de Daesh, de Al-Qaïda, de AQMI, d'autres groupes djihadistes, hein, n'a rien à voir avec la religion. Ils sortent du religieux. Hein. Donc, moi, je suis dans le mouvement de tous les musulmans qui disent pas à mon nom. Ce n'est pas à mon nom. Je ne me sens pas concerné, si j'étais chrétien, du terroriste norvégien qui va tuer au nom du Christ. Je ne me sens pas concerné. Donc, on n'a pas demandé à tous les musulmans de France de se désolidariser. Non, parce que ça n'a rien à voir avec leur religion. Des dérives au sein des religions sont dangereuses. Mais il en existe chez les catholiques, il en existe chez les protestants, il existe, et ces dérives qui tendent à dire qu'au nom d'un être au-dessus des pays, je peux imposer et je peux frapper, mais il a toujours existé. C'est toujours le positionnement. La meilleure garantie, c'est la laïcité. Sur les choses décidées par les humains, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Ce qui, d'ailleurs, pour tous ceux qui ont la foi, ils devraient réfléchir à cette question-là, parce que dans toutes les religions monothéistes, la pensée religieuse qui est dite, c'est Dieu n'a rien à voir avec ce qui se passe sur Terre. C'est toi qui en es responsable. Tu en es responsable, toi, et ne va pas dire au nom de Dieu, Dieu, il te demande de rien faire, il te demande simplement de vivre en respect avec ta propre foi. D'accord. Oui, j'avais une idée là à te poser, mais je l'ai oubliée. Oui, alors, est-ce que... Oui, d'ailleurs, oui, dans ce que je voulais dire, c'est que c'était par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, d'ailleurs, les victimes des mouvements violents comme Daesh ont été la plupart du temps des musulmans, non, globalement. Bien sûr, monsieur. Dans une très grande majorité, quasiment à 70%. Hein. Si on regarde la carte des attentats, elle rougit tout le Moyen-Orient, elle rougit tout le Maghreb, elle rougit les zones africaines musulmanes. Hein. Bien sûr, il y en a eu ailleurs, mais c'est là qu'il y a eu le plus d'éléments. Dans des guerres entre orientations sunnites et chiites, dans des guerres internes aux sunnites, dans des guerres de conquête, hein, pour conquérir un pays, on fait sauter des bombes dans un marché dans lequel on sait qu'on doit avoir au moins 60 ou 70% de musulmans. Ouais, c'est ça. Alors j'allais te demander, mais du coup, comme là on parle de guerre, c'est un peu différent, si on pouvait plus considérer, parce que je connais quelqu'un qui considère par exemple les frères musulmans comme plutôt appartenir au New Age, tu vois, plutôt qu'une religion. Est-ce qu'on peut considérer que les mouvements de radicalité, enfin ces mouvements-là, sont plus des dérives sectaires que inscrits dans une religion, ou on ne peut pas dire ça? Alors, ça c'est un débat. Moi je ne pense pas du tout. Je vais t'expliquer. Les frères musulmans sont un élément structuré d'une idéologie fondamentaliste qui s'appelle le salafisme. Salaf, pieux prédécesseur, c'est-à-dire revenir aux sources. Il faut revenir aux sources. Et pour savoir comment il faut comprendre le Coran, il faut le comprendre comme ceux qui étaient le plus proches du prophète l'ont compris. D'accord? Et donc on va revenir au dire de ces pieux prédécesseurs. Et ces pieux prédécesseurs, on sait qu'il y en avait des modérés et des plus durs. Et donc on va revenir à ceux qui sont les plus durs. Rappelons-nous que du temps du prophète, sa femme était une conseillère et que les fondamentalistes avaient dit avec le prophète, bientôt même les chameaux auront la parole. Hein. Donc ce débat, il est déjà à l'origine. Et certains croyants musulmans sont vers quelque chose d'éclairé comme le prophète l'a dit. Donc il y a débat sur ce que voulait le prophète. Bon, en tout cas, on le fait comme ça. Et on le fait comme les origines. Dans ce mouvement salafiste, il y a trois orientations. Il y a une orientation quiétiste qui est il ne faut pas vivre dans le monde, parce que le monde c'est un peu l'enfer. Il faut se séparer dans des communautés. Il faut vivre isolé,
en essayant de revenir à la tradition du prophète et aux éléments du prophète. Là, on pourrait les comparer aux Quakers, voilà, à ces éléments. Ils sont en communauté. Ça, c'est une branche des salafistes, alors. C'est le branche des salafistes, Il le y a un salafisme nom quiétiste. quiétiste, d'accord. Quiétiste. Hein. Il ne faut pas intervenir dans la politique. Il ne faut jamais être violent. Ce sont des pacifistes, Okay. mais en séparation du monde. Et là, ils vivent en communauté. Alors, tu en as dans certaines villes, tu en as beaucoup à la campagne. Des communautés musulmanes qui se fait. Voilà. Ça, c'est la première branche. La deuxième branche est politique. Ce n'est pas par l'extrémisme et par la violence, mais c'est par l'intervention politique que nous allons progressivement faire entendre nos idées et avancer. Ce mouvement, c'est le mouvement des frères musulmans. Ces frères musulmans vont essayer d'intervenir en politique avec 3 orientations, soit monter des partis et rentrer dans le jeu politique classique. En France, on a eu quelques tentatives, ça n'a pas marché, mais regardons tous les pays du Maghreb, tous les pays du Moyen-Orient, il y a des partis frères musulmans qui défendent et qui certains ont pris le pouvoir en Tunisie et puis ailleurs. Donc on a la prise de position politique, un peu comme le Front National ou comme le NPA quand il dit on est contre le capital mais on va aux élections. Voilà, son idéologie, il y a le premier. Il y a le deuxième mouvement qui est un mouvement plutôt politique, civique, de constitution de la communauté. Il faut structurer la communauté et tenir la communauté en l'amenant vers les idées fondamentalistes. Donc on va faire ce que j'appelle du militantisme radical ou de l'interventionnisme radical. C'est là où il y a tout ce que tu dis sur le New Age. Je pourrais y revenir pour montrer comment, dans cette volonté de souder une communauté, on va utiliser plein d'éléments pris par-ci, par-là, bricolés, dangereux, comme la médecine prophétique. D'accord. On ne peut plus se soigner comme aujourd'hui, il faut se soigner comme le prophète l'avait dit. Ah ouais. Et donc, le prophète l'avait dit, c'est les ventouses, avec le sang, avec les trucs, et dates. Et on va l'utiliser aujourd'hui. Ah oui, je ne savais pas que ça se faisait, ça. Voilà, ça, c'est dans le quartier, la médecine prophétique. C'est répandu, ça C'est répandu, ça C'est de plus en plus répandu. De plus en plus répandu. On voit apparaître 3 mouvements. Le mouvement d'interventionnisme social. Les frères musulmans font des quêtes, parce que tu sais que dans la foi musulmane, tu dois donner. Ils font des quêtes, ont des cagnottes, et vont faire de l'intervention sociale, comme le fait la mafia à Naples ou à Palerme, en donnant la retraite à certains. Tu as eu du mal à payer ton loyer, voilà, c'est un des 5 piliers de l'islam, aider les autres. Donc voilà, on le fait que pour soi. Sauf qu'on crée un tissu d'individus qui sont redevables à l'autre. Cet entrisme social et cette intégration sociale, elle est forte dans nos quartiers. Elle est forte dans nos quartiers, mais dans l'ensemble à peu près des communautés. On pourrait parler de toutes les communautés. La question de l'argent dans toutes les communautés existe. Et elle est un élément de structuration de la partie. Voilà. Rappelons-nous que même dans les grands temps de l'Irlande, à la sortie de chaque peuple, il y avait un drapeau irlandais, et quand tu sortais, tu devais donner de l'argent qui servait la cause irlandaise. Voilà. Donc on a cet entrisme social, et après on a un mouvement qu'on appelle les imams influenceurs, ou les influenceurs religieux ou culturels, c'est-à-dire qu'on a la création sur Internet progressivement de personnes qui vont être des gourous, si tu veux rentrer dans un système de secte, dans un élément sectaire, ou moi pas spécialement, c'est toi qui me dis. Voilà, ou Instagrammeurs, et là on en a plein. Va dans ces sites-là, nous on est en train de faire la cartographie de tous ces influenceurs qui, eux, leur objectif, entre guillemets, c'est d'avoir beaucoup de followers, et pour cela ils vont prendre tous les éléments. C'est-à-dire que je vais faire un post aujourd'hui, est-ce que je peux fêter mon anniversaire avec des copines qui sont mécréantes?
Et on va te Ouais, répondre, ça. le bonhomme va te donner son opinion, c'est bien Ouais. que tu puisses le faire, mais en même temps, respecte, voilà. Ou on va avoir, j'écoute ce chanteur de rap parce qu'il est à la Loiram. D'accord. Donc, donc on a, pardon, on a ces éléments qui viennent. Et ces influenceurs tendent à remplir la zone de la communauté pour la tenir. Hein. Ça, D'accord. c'est culturel. Pour là, ils utilisent plein de principes New Age. Ils vont être pour une modération alimentaire, pour une vision écologique. Ils vont être pour des comportements non excessifs. Ils vont développer, ils vont prendre tout ce qui passe. Mhm. Des séances de gym entre sœurs D'accord. qui sont respectueuses d'un certain nombre. On ne fait pas un certain nombre de gestes qui pourraient être considérés comme obscènes. D'accord. Ah D'accord. oui. Voilà, Ah on oui, va te oui. proposer ça. Oui, ça va loin. Ouais. On va avoir des conseils de femme à femme sur les questions beauté et épilation respectueuses de la pensée. Voilà. Ok. Voilà, toi. Donc là, on a tout un univers. Et donc, bien sûr, le jeune qui est là, bah, il se retrouve un peu dans cet univers. Pour moi, c'est ça que l'on peut appeler, du côté négatif, communautarisme. Oui. C'est-à-dire, c'est la volonté de fermer la communauté, qu'elle soit totalement, qu'elle puisse vivre totalement à l'intérieur de la communauté, sans avoir de contact avec l'extérieur. Tu sais que chez le médecin, il y a le problème de la mixité. Oui. Oui. Avec la médecine prophétique, ne t'inquiète pas, tu es une femme, tu auras un médecin femme. Alors, il n'est même pas médecin. Il a été formé dans des centres pour avoir juste son diplôme de thérapeute religieux. Voilà. C'est ça. Ouais. Ok. Tu fais un lien. Enfin bon, là on sort aussi un peu. Tu fais un lien. Quel lien on peut faire avec le séparatisme dont on parle, dont en fait le gouvernement parle. C'est c'est un truc complètement hors sol, non? Cette sorte de séparatisme où ils font. Ce terme a une histoire bien compliquée, parce que l'idée séparatisme, elle commence à dire chez un certain nombre de chercheurs, dont Olivier Roy, qui considère que le mot communautarisme tend à dire qu'une communauté est toujours négative et une communauté est utile. Une Elle donne communauté son, et. est utile. Elle Oui. donne son ancrage culturel, elle donne ses racines. Comme disait Sartre, elle est l'humus de la conscience. C'est Oui. parce que tu vis dans une communauté avec une identité culturelle que tu vas te faire. Et donc, quand on utilise communautarisme, on a tendance à discréditer communauté. Et Hum, donc, Olivier Roy propose séparatisme, hum. dans l'idée que ce qui est critiquable, c'est la volonté de se séparer d'eux. D'accord. D'accord. C'est aussi utilisé dans des mouvements plutôt identitaires de droite, où ces Français-là ne sont pas tout à fait les Français. Hum, Hein, puisqu'ils sont français mais ils veulent se séparer. Eh bien, hum. reprenons, on va leur enlever leur identité nationale s'ils ont fait des actes qui montrent qu'ils se séparent des Français. Personne ne l'a demandé pour un Français né en France. Oui, c'est ça. Mais Mais ça pour un pourrait être. Français né en France d'origine étrangère, lui, on pourrait lui enlever. Eh Tu ouais, vois. Donc, ce mot-là, ça fait marketing, et c'est repris par le gouvernement sur le mot séparatisme, euh, de façon avouée ou non avouée, parce qu'il y a des débats encore là, mais c'est utilisé. Moi, je ne l'utilise pas, parce que pour moi, la question n'est pas du séparatisme, mais la question, c'est de l'enfermement communautaire. eh oui, c'est ça. C'est cet enfermement communautaire. Hein. Hum, Si tu ne vois plus que des personnes de ton quartier, si tu ne sors plus, si tu ne te soignes plus que là, si sur Internet tu n'es qu'influencé à ça, et cela, au bout d'un moment, tu as un enfermement communautaire, et que la mixité, ça peut être utile. Et donc, il faut pouvoir la valoriser. d'accord. Bon, je sais que tu avais qu'une heure, donc on Oui. va essayer de pas trop dépasser. J'avais d'autres questions qui me venaient, mais bon, notamment sur la déradicalisation.
Pour toi, c'est possible ou pas, cette histoire de déradicaliser les gens, Oui. c'est-à-dire les sortir de leur communauté ou Euh, la mettre euh, le euh, cerveau à l'envers? Je sais pas. la difficulté de ce mot-là, c'est qu'il a été connoté historiquement. Déradicalisation, c'est est-ce que je peux faire le chemin inverse? Mm. euh, 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 Quand je dénoue, c'est que j'ai défait le nœud. Quand je dé quelque chose, c'est que je le fais à l'envers. Donc, dans son premier temps, oui, on peut essayer de penser et que ça peut être intéressant de penser. Il a été transformé dans une sorte de lavage de cerveau inverse. C'est ça. La Mm. personne a une radicalité, on se trompe souvent parce que si on croit que tous les djihadistes ont une maîtrise religieuse, c'est se moquer. Ils en ont zéro. Mm. On rappelle toujours l'anecdote que certains jeunes qui partaient en Syrie avaient l'islam pour les nus dans leur poche. Voilà, Mm. donc leur connaissance n'est pas. Alors certains, il y a des religieux qui maîtrisent parfaitement cela, hein, mais Oui, oui. certains non. Ils sont allés pour tout à fait autre chose que le religieux. Donc il ne Ouais. s'agit pas de leur laver le cerveau religieux, c'est de reprendre fil à ce qui a bloqué pour leur redonner un sens. Alors, certains disent que cet élément de reprendre sens, on pourrait parler plutôt de désengagement ou de réengagement citoyen. Mm. Comment je mêle cela, désengagement? D'autres disent, oula, on va simplement travailler à la sortie de la violence, puisque ce qui pose problème, c'est qu'ils ont des idées radicales violentes. On va essayer qu'ils aient des idées radicales non violentes. Mm. Voilà. Donc, on dit sortie de la violence. On est Mm. dans un phénomène de sortie de la violence. Et d'autres sont encore plus raisonnables. Et alors ça, c'est disciplinaire, c'est sur les disciplines. Disent, oula, on va juste faire de la désistance, c'est-à-dire de la non-récidive. Ce qui D'accord. nous importe, c'est que les personnes ne le refassent pas. Ouais, Qu'est-ce ok. qu'elles ont dans leur tête? C'est pas moi à le juger. Qu'est-ce qu'elles pensent? Simplement qu'elles ne le refassent pas. Et parfois, elles peuvent ne pas refaire parce que les risques de le refaire sont grands. Et donc, on peut avoir des peines. Le risquer. Nous, on adorerait peut-être tous aller acheter plein de drogue et se faire un week-end plein, mais on sait qu'on a des lois et qu'elles nous empêchent. Elles nous empêchent peut-être de le faire. Ça ne Mm. veut pas dire qu'on est d'accord que la drogue est dangereuse, qu'il ne faut pas être couché. Peut-être qu'on n'est pas d'accord du tout. Mm. Voilà. Donc, Ouais, tu vois, et ça, c'est les différentes orientations disciplinaires qui le font. Les psychologues et les anthropologues sont plus sur des radicalisations, les sociologues sont plus sur des engagements sortis de la violence, et les personnes de criminologie sont plus désistance non récidive. Voilà. ouais. La grande question, c'est euh, comment on fait pour faire que quelqu'un fasse un backup de ce truc et se dise Comment tu dis, hein, pick-up? oui, il peut revenir D'accord. en arrière ou voilà, Ok. ou faire un reset si tu veux. Ouais, ok. Appuie sur le bouton, Là, c'est compliqué. voilà, voilà. Et ça c'est très difficile. Mais, et, Et il n'y a que l'individu qui peut le faire. et je me disais au niveau plutôt social, est-ce que pour empêcher cette radicalisation violente, le plus efficace, ce serait pas de faire, comme tu disais au début, de l'instruction, des bibliothèques, des écoles, d'une présence de la culture dans les quartiers, ou je sais pas. Oui. Alors, rajoutons, pour pas être laïcard, rajoute-y des églises et des mosquées dans ton quartier. Oui, pourquoi pas. Parce que tu peux pas penser qu'il suffit de leur sortir de la foi et ils penseront plus à la foi. Non, non, c'était pas mon idée de les sortir de la foi, mais au moins Voilà. qu'ils sentent que la République s'occupe d'eux aussi, quoi. Voilà. Donc, créons un espace social de qualité. Et bien sûr que c'est une solution pour pouvoir faire ça. Tu dois l'étendre au-delà de ton quartier, tu dois l'étendre dans ton pays. Oui. Et compte tenu que notre pays, il vit dans un espace de guerre permanente dans le monde et d'oppression dans le monde, il faut que tu l'étendes à ton monde. C'est-à-dire, est-ce que tu peux être laïque ici, vivre heureux parce que tu as une école, tu as de quoi manger, tu as de t'habiller, en sachant qu'il y a des enfants qui sont en train de souffrir pour fabriquer tes vêtements. Mmh. Donc, il faudrait. Et ce mythe et cette utopie d'un monde pacifié, tu vois bien que du coup, elle est dans un horizon très lointain. Et donc, on ne peut pas dire
si ça arrive, la solution, c'est mieux vivre. Je l'ai dit souvent, la meilleure solution, rendez les gens heureux. Rendez les gens heureux. Maintenant, dites-moi comment on rend les gens heureux. Et oui, c'est Dites-moi. compliqué. Et dites-moi quel est le système social qui me permet de rendre heureux. Ouais. Voilà. Respecter leurs valeurs Hmm. et aidez-les à avoir dans leurs valeurs les choses pacifiques, dont laïcité et pas athéisme profond, respectons. Oui, Mais oui. en même temps, on a le droit d'être athée. Et en même temps, soyons sensibles au processus de l'adolescence, qui est un processus particulièrement sensible, et que le phénomène que l'on vit là a entraîné des jeunes à aller dans des groupes armés de guérilla, a amené des jeunes à s'isoler dans des communautés religieuses Hare Krishna à mort, donc a amené dans l'histoire plein d'événements, a amené des jeunes à adhérer à des idées néo-nationalistes. Hein. Hmm. C'est-à-dire que l'adolescence, il faut un effort de présence des éducateurs, il faut un effort de présence des parents pour que cette phase-là, qui est une phase structurante pour l'individu, ne soit pas destructrice. C'est Hein. ça. C'est ce que le roi appelle lutter contre le nihilisme adolescent. Hein. Ok. Dépasser, faisons table rase. Donc, il faut travailler Mais là-dessus. oui, c'est ça. Ouais, ils veulent, ouais. Et pour finir, on va dire, bah, je vais te poser une dernière question. Ensuite, on reparlera très brièvement de la BD pour Oui. finir, et puis on s'arrêtera là. Ton point de vue, tu as un point de vue sur le retour des jeunes filles de Syrie et de leurs enfants. Il y avait un débat à ce niveau-là. Oui. Pour moi, il y a pas débat. Ça s'appuie sur trois principes. Premier principe, il est, je dirais, de tradition et de éthique française que toute personne française qui fait un crime ou un meurtre dans un pays, on va, suivre ses modalités d'incarcération pour voir si elles sont respectueuses des droits humains, soit on va négocier avec le pays qu'elle vienne faire sa peine en France. C'est comme ça. Si tu as violé quelqu'un, si tu as vendu de la drogue, c'est comme ça qu'on le fait. Donc on doit le faire pour les djihadistes qui sont français. Mm, Qui sont français, c'est le premier principe. Sinon, il n'y a plus de truc. C'est-à-dire que nous, on choisirait, l'État choisirait ses Français. Ou oui. choisirait son crime. D'accord. Mm, Donc ça, c'est la première démarche. Donc moi, j'étais pour qu'on rapatrie les personnes. Alors bien sûr, on dit on n'a plus de place dans les prisons, parce qu'à mon avis, leur place, elle est en prison. Hein. mm, On n'a plus de place en prison. Alors, peut-être qu'on pouvait libérer ceux qui ont déjà passé 2 ans en attendant juste un procès parce qu'ils ont juste fait un petit vol, ça serait pas mal, et comme ça libérerait la place à cela. Donc ça, c'est le premier principe éthique. Le deuxième principe éthique sur les femmes, c'est la question de elles ont été victimes ou elles ont été coupables. Citra, est-ce qu'elle est victime ou est-ce qu'elle est coupable? D'accord. oui, c'est une On bonne peut se question. poser. Ouais. Et notre côté humain dit ah, ben, Citra, elle est victime, la pauvre. Elle est. Tout ce qui lui est arrivé comme malheur, tout ça. Mm, Oh, elle a quand même embrigadé des personnes qu'elle a peut-être envoyées sur le terrain ou qui ont peut-être fait des attentats. Donc mm, elle est responsable. mm, Elle adhère bien et elle s'amène bien et elle vit bien dans un régime qui voit, elle envoie des horreurs. Et elle était dans cet élément. Donc, comment on va dissocier ce côté victime et ce côté coupable? On ne peut le dissocier que dans une instruction judiciaire posée, mm, avec les droits de la défense, avec un élément. Et par rapport à l'Irak et à la Syrie, il n'y a pas possibilité de le faire. Premièrement, on ne reconnaît pas le gouvernement syrien. Et deux, dans le gouvernement irakien qui est en plein conflit et en plein truc, ils vont juger par rapport à des raisons de leur pays. Et il faut qu'on défende. Donc il vaudrait mieux rapatrier et organiser des procès en bonne paix pour que chacun puisse le faire. c'est ça. Aussi, en prenant le temps, pourquoi? Parce que peut-être Citra, elle n'est pas si nette que ça. Moi, elle me raconte sa vie. Moi, je la crois. Mais peut-être que d'autres qui étaient avec elle, elles vont nous raconter autre chose. Mm, Et donc, du coup, on va voir la chose différente. Et ce temps, pour que les victimes puissent dire je demande réparation, il faut un certain temps. Et donc, pour cela, il faut que les personnes soient en
situation de non-survie et de tranquillité. Ça, c'est pour la question des femmes, parce que souvent on le dit, comme les femmes n'étaient pas combattantes, Citra n'a pas été une combattante. Non. Hein, alors, du coup, il faisait la même chose. Bon. Et le dernier élément, c'est les droits de l'enfant. Quand on parle des enfants, je dis, moi, il n'y aurait même pas à discuter. On a signé la charte des droits des enfants. Jusqu'à 16 ans, aucun tribunal international n'a considéré que les personnes pouvaient être coupables. Ce n'est qu'à 15-16 ans, pour le Rwanda, qu'on a eu des enfants soldats qui ont pu l'être. Donc, on les rapatrie, on étudie l'état des personnes en termes psychologiques, éducatifs, et on les réinsère dans un système éducatif peut-être protégé, pour qu'ils reprennent le cours de leur vie, parce que ce sont des enfants, ils ont le droit à avoir une enfance. On n'a pas à leur donner 4, 5 ans, 6 ans dans des camps de réfugiés, où ils risquent leur vie en permanence, où un certain nombre de jeunes filles peuvent être en situation de violence et violentées. On les ramène dans un pays dans lequel les droits de l'enfant sont assurés. Et ça me semblerait principe. Tout le reste, c'est des calculs de considération et d'intérêt personnel qui vont contre les considérations d'un État, on aide nos Français, des droits de justice, on travaille, on essaie de faire la justice, et les droits de l'enfant. Donc pour moi, l'aimant est très vite fait. Ouais. La question, elle est vite répondue, comment dire. Bon, on finit juste sur Citra. Je me suis toujours demandé, je t'ai jamais posé la question, d'où venaient les prénoms Citra et Chamira que tu as inventés, a priori. Je les ai inventés. Alors, Citra, c'est un prénom musulman indonésien. D'accord. Voilà, donc j'ai choisi cela pour qu'on trouble et que il y a, et après Chamira, c'est un prénom arabe que j'ai trouvé, voilà. Donc la jeune fille dans le livre, je dis pour les spectateurs, la jeune fille s'appelle Citra au départ, on ne connaît pas son père, donc a priori on ne sait pas d'où il vient, quelle religion il a. Et donc Citra, c'est vrai que ça brouille un peu les pistes. Et Chamira, c'est le nom qu'elle prend quand elle fait son baptême musulman, quoi. Voilà. Et donc voilà, j'ai utilisé ces termes-là pour vraiment cacher, parce que j'ai changé les villes, j'ai changé les noms, j'ai changé parfois le genre de certains amis ou amies. D'accord. C'est pas obligatoire que les personnes ont existé, mais que c'est bien le même sexe. Pour troubler. La seule chose que j'ai respectée, et après avoir vérification, c'est tout son parcours. À Raqqa, dès qu'elle rentre à Raqqa, j'ai pris en note tout ce qu'elle m'avait dit et tous ces éléments, et je l'ai vérifié parce qu'il se trouvait que la secrétaire générale du CIPDR qui nous avait financé est l'ancienne ambassadrice de Turquie, donc il connaissait parfaitement les filières de passage Turquie-Syrie et les ONG qui étaient sur zone et le travail. Et donc je lui ai communiqué le manuscrit en lui disant est-ce qu'elle voyait des incongruités en sens. Elle m'a répondu non, que c'était tout à fait crédible ces passages-là, donc je l'ai respecté. Tu lui as communiqué la BD elle-même ou non, pas la BD, le scénario le texte avant que je te le donne. Le texte que tu m'as donné. Donc, voilà, pour pas qu'il y ait, parce que je me suis dit, là elle me dit, et comme j'y suis pas allé moi, dans les quartiers je sais ce qui existe, là j'y suis pas allé, donc je me dis, attends, est-ce que tu vas bien, comment ça les rappeler, est-ce qu'elle dit pas des choses pour protéger des pistes et des éléments, en tout cas ce qu'elle m'a dit ou pas. Pendant tout un temps, je n'ai pas cru à son histoire d'évasion, comment elle s'évade si vite, comment elle part si vite, et après, par d'autres qui sont revenus de zone, et par des discussions avec des journalistes experts de Syrie, j'ai compris que oui, que vers la fin, l'intérêt de l'argent, pour certains, était plus fort que l'intérêt d'une idéologie qui tenait juste que par des bribes, et que à ce moment-là, certains l'ont fait. Certains aussi ont pu le faire en disant mais ça me fera toujours ça comme blanc-seing, si on m'arrête, je dirais que moi j'ai aidé des gens à s'évader. Donc, parce que ça,
c'est pas que ça paraît magique, mais ça paraît simple, quoi. Ça paraît, oui, oui, enfin simple, je sais pas, mais ça paraît, oui, ça arrive vraiment comme dans une histoire, quoi, en fait. Voilà, 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 voilà. Voilà, donc du coup, Ouais, ouais, mais bon. c'était étonnant. Et donc la BD, comment on a travaillé, donc tu as interviewé Citra, tu as réécrit son témoignage, et puis tu as fait tout un historique après derrière pour moi, et moi j'ai pris ça, et j'ai fait la BD. Au final, la BD, elle te paraît fidèle Alors, à ce que tu fidèle, voulais? pour moi, très fidèle. En même temps, j'imagine qu'il y a ta personnalité et ton choix, parce que moi, au final, euh, j'avais tendance à trouver la mère charmante, ayant beaucoup de peine, beaucoup de malheur. Là, toi, tu la peins un peu plus dure, tu as Oui, plutôt le regard de Citra. ouais, Elle est plus dure, cette mère, que oui, oui. tu la présentes. Et trois, mais ça, c'est ta capacité à ton impudeur. Et que moi, je te rappelle, on en a discuté de ça. Oui, Moi, quand je vois Citra et que je l'interroge, je suis très pudique. Parce que bien je suis sûr. sur une musulmane, salafisée, et je suis un homme, elle m'accueille chez elle. Donc, et que toi, dans tout ce qui était le rapport au corps, Hmm. le rapport au contact physique, toi, tu es plus direct. Et que ça m'a interrogé, et je t'avais dit à l'époque, interrogé plusieurs femmes musulmanes pour savoir si ça choquait. Et ça ne choquait personne. Il n'y avait qu'à moi que ça pouvait choquer, pas choquer, ça pouvait. Mais c'est simplement que moi, dans la Oui, relation oui, que oui. j'avais avec Citra, était plus paternelle, entre guillemets. Oui, 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 bien sûr. Ok, Voilà. bon, Voilà. très bien. Ok. Bon, bah écoute, oui, et donc on va finir. C'est une histoire qui m'est souvent posée. Moi, j'ai pas les réponses. Toi, tu peux pas en dire trop non plus. Mais la suite de l'histoire pour Citra, est-ce qu'elle a été inquiétée par la justice? Donc oui, a priori, comment ça se Oui, passe? oui. Elle a été inquiétée par la justice. Elle a fait un séjour en prison, mais parce qu'elle avait un enfant, elle a pu sortir. Elle n'a pas très inquiété, puisque après, elle va coopérer avec la police pour parler des filières et pour parler comment ça se passe. Euh, euh, Elle est aujourd'hui dans une ville, dans une communauté salafiste, et c'est une personne salafiste qui Bon. défend, qui pense que Daesh a trahi la pensée salafiste, et elle se dit aujourd'hui beaucoup plus piétiste, beaucoup plus valeur non violente, mais en fait, la perception que j'ai, c'est comme ça que moi je vois l'histoire. C'est euh, la révolution dans une personne du fait d'être mère. Mhm. Moi, j'ai perçu qu'il y a un avant-après. Et quand elle est mère, elle me le disait plein de fois, elle ne pensait qu'à une chose, du lait, de la nourriture pour son enfant, le sortir de là, le sortir de là, le sortir de là. Mhm. Que elle avait fusion d'identité avec le groupe, et là, elle fait fusion avec son enfant. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, Mhm. c'est une maman. Ouais, Et du coup, ça change. ça Et change, ouais. moi, je l'ai vécu comme ça pour elle. Je ne suis pas sûr ce qu'elle deviendra dans le futur et comment elle viendra. Et je ne sais pas comment elle va éduquer son enfant, avec quelle foi Mhm. elle va l'éduquer. Mais on sent comment, dans le surgissement d'une adolescente qui commence, le fait d'être mère vient éclater. Et dans mon idée, elle est presque devenue comme sa mère, c'est-à-dire qui a vécu des malheurs. Est-ce qu'elle va dire tout ça à son enfant? Est-ce qu'elle va continuer à l'éduquer, ou est-ce qu'elle va lui transmettre le silence Ouais, ouais, que c'est sa ça. mère lui a transmis? Comment elle fera avec ça? Je ne sais rien. Elle va peut-être pas plus lui parler de son père que sa mère ne l'a fait, Et ouais, voilà, effectivement. voilà. Donc je ne sais pas dire. Hein. Ok. Nos rapports ont été courtois, bien. Elle comprend toujours pas, mais beaucoup de gens, à quoi ça sert. Euh, Quoi donc, Pourquoi les gens de faire tout ça, de faire ces travaux. les Elle entretiens, dit ouais. ce que beaucoup de témoins disent, mais pourquoi raconter des choses malheureuses va aider les gens? Hmm. Ah oui, ouais. Pourquoi ça va les aider? En quoi Ouais. ça va les aider à comprendre? Voilà. Euh, Elle était contente qu'elle pouvait pas rétablir une vérité parce qu'elle n'est pas accusée, mais raconter de son côté tous les Hmm. éléments.
hein, mais voilà, donc, elle ne souhaite plus intervenir, elle ne souhaite plus, parce qu'on m'a posé la maison d'édition si elle pouvait intervenir, non, elle ne souhaite plus, elle a fait les choses, mais beaucoup de témoins, parce que l'habitude que j'ai de témoins des éléments, quand ils vous donnent le témoignage, ils disent maintenant je me suis débarrassé. D'ailleurs, j'ai une expression de quelqu'un sur l'attentat rue Dalou, puisque je travaille sur l'attentat de Mohamed Merah, qui dit maintenant, je vous ai donné le fardeau, gardez-le. Ouais. Voilà. Ouais. Donc il y a bien cette idée que la mémoire, elle se donne. Maintenant, ça y est, c'est fait. Soit on l'enterre profond, soit on la donne. On la donne à quelqu'un, voilà. Et elle, je pense qu'elle est plutôt de ça, d'avoir réglé ce problème-là. Ouais, c'est peut-être mieux, ouais. Bon, elle va pas lire la BD pour... on n'aura pas son avis, alors. Ah, je l'ai envoyé à sa mère et je l'ai envoyé à l'adresse où elle avait. On verra bien. Okay. On verra bien. Ça n'a pas eu de retour pour l'instant. Voilà, donc... voilà. Bon, écoute, Séraphin, merci beaucoup pour cet entretien. Je trouvais super intéressant. Et puis, de toute façon, on se verra bientôt. On se recontactera par mail. Parfait. Allez, merci beaucoup. Bonne journée à toi. Salut. Au revoir.